Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Christine Boutin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste en Île-de-France pour les élections européennes sous le label Force Vie que vous avez créé pour cette occasion. Nous parlerons bien sûr du plan d'économie concocté par le gouvernement et du scrutin européen du dimanche 25 mai. Caroline, bonjour. Bonjour. Comme chaque semaine, elle a concocté les questions du JDD.fr et de Décideur.tv. Commençons d'abord par le gouvernement qui a présenté cette semaine son plan d'économie de 50 milliards. La France prend-elle la bonne trajectoire avec ce plan, Christine Boutin ? Je crois qu'il fallait prendre des décisions, bien sûr. On ne peut pas, depuis 30 ans, on a un déficit qui devient de plus en plus abyssal et je pense que l'Europe, justement, impose en réalité à la France un certain nombre de contraintes. Est-ce que les décisions et les orientations qui ont été prises sont les bonnes? Moi, je suis profondément choquée de voir que c'est essentiellement les classes moyennes et les petits moyens qui vont être touchés, en particulier sur les retraites, les familles. Donc, je suis scandalisée. Et comment se fait-il que ce soit un gouvernement dit de gauche qui fasse de telles propositions? Manuel Valls a annoncé qu'il ferait un geste sur les retraites. On va voir. De toute façon, c'est indispensable. Et c'est quand même inouï de voir 100 députés socialistes qui, décidément, malgré qu'ils aient été reçus par le Premier ministre, maintiennent la pression. Moi, j'ai jamais vu ça pendant mes 25 ans de vie parlementaire. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, je pense que c'est la quadrature du cercle aussi pour le gouvernement. Mais honnêtement, il faut arrêter que ce soit toujours les classes moyennes qui trinquent. Est-ce que vous considérez qu'avec ce plan, l'exécutif se couche, entre guillemets, devant Bruxelles ? Je crois, oui. Je ne sais pas s'il se couche, je crois que c'est... Vous savez, pour répondre aux attentes de la Commission européenne. Aujourd'hui, et je le vois d'autant plus maintenant, j'en étais moins consciente il y a quelques années, mais je crois que les parlements nationaux deviennent des théâtres d'ombre. Plus de 40% de nos lois sont des traductions directes des directives européennes. Donc le gouvernement, ici, se trouve contraint par l'exigence de l'Europe. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les exigences de l'Europe sont justes? Est-ce qu'elles sont bonnes? On aura sans doute l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, avant d'y venir, il y a un an, la loi pour le mariage pour tous était votée. Vous avez fermement bataillé contre ce texte. Avec le recul, on sait aujourd'hui à peu près qu'il y a eu 7000 couples homosexuels qui se sont mariés. Est-ce que vous trouvez que finalement, peut-être qu'il fallait donner ces droits ou pas à ces personnes, ou au fond, vous restez sur votre position qui était que ce texte ne devait pas être voté ? Non seulement je n'ai pas changé de position, mais ça, vous seriez quand même, je pense, surpris que je vous dise l'inverse. Compte tenu du chiffre qui est de l'ordre de 7 000, c'est pas une question de chiffre. Moins de 4% des C'est pas une unions. question de chiffre. Vous savez très bien qu'en politique, la symbolique est quelque chose de très important. Et derrière ce mariage gay, moi, je tiens toujours la position de dire qu'il faudra que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, abroge cette loi. Pourquoi? Parce qu'elle remet en cause les fondamentaux de l'organisation de notre société. En particulier, pour l'enfant, d'avoir un papa et une maman, un homme et une femme comme parents. Et puis, au-delà de cela, moi, j'estime que la personne humaine existe au-dessus et au-delà de son orientation sexuelle. L'orientation sexuelle ne doit pas être prise en considération particulièrement. Aujourd'hui, nous sommes tous englués dans cette réalité-là. Moi, la personne humaine, elle est beaucoup plus importante que l'orientation sexuelle de cette personne. La nouvelle secrétaire d'État à la famille, Laurence Rossignol, s'apprête à recevoir lundi les organisateurs de la Manif pour tous. J'imagine que ça vous réjouit ? Écoutez, je suis stupéfaite de voir que tout le monde est étonné que la Manif pour tous soit reçue. C'est quand même la moindre des choses. Bon, très bien, je prends acte. Maintenant, j'attends de voir ce que va dire la nouvelle secrétaire d'État à la famille. D'après ce que j'ai pu entendre de ces réactions, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'ouverture par rapport aux valeurs portées par les représentants de la Manif pour tous. On verra. Ça donnera l'occasion de dire au gouvernement qu'ils font du débat. Mais j'attends de voir. Honnêtement, je suis excessivement sceptique. Alors vous avez déclaré cette semaine que le FN, je vous cite, est dans le système. Trouvez-vous normal que Marine Le Pen, est-ce que vous trouvez que Marine Le Pen est allée trop loin dans la dédiabolisation du Front National ?
Au fond, ça correspond à ça, ce que vous dites. Non, oui, ce que je dis, c'est que le Front National et Mme Le Pen est une véritable tromperie pour les électeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de Français rejettent la classe politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, et a un peu envie d'essayer le Front National, pensant qu'il porte des valeurs, et je parle en particulier des chrétiens et des gens qui sont venus, ou des musulmans, ou des juifs et des croyants, qui s'imaginent que le Front National porte ces valeurs-là, alors qu'il ne les porte absolument plus. Le Front National a pris des positions sur le plan économique qui sont très à gauche et sur le plan sociétal très relativistes. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné les principes fondamentaux qui fondent notre société. Donc je pense qu'il y a une tromperie. Du reste, Mme Le Pen n'était pas là lors des fameuses manifestations. Et on sait très bien qu'elle a un regard très relatif vis-à-vis de l'avortement, vis-à-vis de tous les sujets profonds qui font l'harmonie d'une société. Finalement, c'est le Front National votre principal adversaire pour les élections européennes? C'est pas nouveau. J'ai toujours eu un Front National contre moi et le Front National a tout sauf une dimension de respect de la dignité de la personne qui est pour moi l'alpha et l'oméga de tous mes engagements. C'est le parti qui vous concurrence selon vous pour ces élections? Oh, je ne sais pas si je suis concurrencée, ça me fait beaucoup d'honneur de penser que je suis concurrencée par le Front National, l'UMP ou le PS. Ce que je pense sincèrement, c'est qu'ils sont tous dans le même paquet. L'UMP a choisi la position libertaire. UMPS-FN. Oui, absolument. C'est UMPS-FN. L'UMP s'est mis sur le libertaire en ce qui concerne les problèmes de société et le PS s'est mis sur le libéral, sur le plan économique. Et on le voit aujourd'hui avec le plan de M. Valls. Alors vous êtes tête de liste aux élections européennes en Ile-de-France sous la bannière Force Vie. Quel score espérez-vous ? Le meilleur possible, bien sûr. Je ne sais pas, nous verrons. C'est la première fois que vous vous présentez à des élections européennes. Oui, ben, on verra. C'est un objectif ou pas? L'objectif, c'est d'en avoir le maximum. Il y a 8 listes, j'espère qu'on aura plusieurs élus. Mais ce qui est certain, c'est que nous proposons une offre nouvelle. Ma liste, par exemple, malgré mon âge, est à 42 ans d'âge moyen. Je ne suis entourée que de jeunes. Nous faisons une campagne beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas énormément de moyens. C'est une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. C'est une nouvelle offre politique sur des repères qui sont clairs. Ça dépasse le cadre du parti que vous aviez fondé, le Parti chrétien-démocrate. Ça dépasse ce cadre-là ou au fond, c'est un peu les forces vives de PCD qui se retrouvent avec Force Vie, si je peux me permettre. Non, pas du tout. Du reste, nous ne voulons le soutien d'aucun parti politique. C'est clair. Vous allez prendre à qui alors? Vous allez prendre à l'UMP, au FN? Je vais prendre aux Français qui nous feront confiance et qui iront voter. Parce qu'il faut qu'ils aient voté. Vous savez que pour les Européennes, il y a beaucoup d'abstention. Et donc, ce sont les hommes et les femmes de bonne volonté qui disent que le changement de civilisation qu'on nous propose, dans lequel il n'y a plus de repères ni de transcendance, nous ne voulons pas de ce changement de civilisation. Et c'est un mouvement qui commence, qui va bien au-delà de tout. L'UMP n'a pas du tout pris ça en compte. Vous avez quand même été longtemps ça fait déjà un petit moment, dans ce parti, vous avez occupé des fonctions même éminentes, et vous pensez qu'il ne recouple plus du tout ces sujets-là? L'UMP a basculé sur le plan libertaire, évidemment, on le voit très bien. Il n'y a plus que quelques-uns qui tiennent, et je les en remercie, c'est du reste plutôt la nouvelle garde, mais ceux qui tiennent le parti ont basculé totalement sur les fondamentaux. Écoutez, il faut lui poser la question. En tous les cas, vous savez que j'ai beaucoup d'amis. Il ne voterait pas pour la liste UMP. Oui, écoutez, nous sommes une offre nouvelle. Mais je ne demanderai pas à Henri Guénaud de se prononcer publiquement parce que ce serait indélicat de ma part, mais il fera ce qu'il veut dans l'isoloir. Vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'ancien président ? Oui, je le vois de temps en temps. Et quels sont vos échanges? Ce sont des échanges amicaux et j'essaie d'être discrète à la différence d'un certain nombre. Moi, quand je vais voir Nicolas Sarkozy, je ne le dis pas parce que ça fait partie de la relation humaine que l'on peut avoir quand on a servi un président. Respectueuse, en tous les cas. Souhaitez-vous qu'il revienne en 2017, son retour en 2017, puisque lui-même en parle? Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne et est-ce que vous pourriez le soutenir? Sans langue de bois, franchement, sincèrement, c'est vraiment lui qui doit en décider. Aujourd'hui, c'est un grand désert politique. On ne voit pas, aussi bien à droite qu'à gauche, même à l'extrême droite, on ne voit pas de leader qui s'impose. Je ne sais pas ce que fera Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai vu une de ses photos là aujourd'hui avec sa petite fille. C'était charmant. On a plutôt l'impression d'un père de famille qui est heureux. Et ça fait plutôt plaisir de voir quelqu'un d'heureux. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il fera et on verra en 2017. C'est très loin. C'est vrai que c'est très loin 2017.
ça sera peut-être nécessaire, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. En tous les cas, ce que je crois, mais je ne vais pas m'immiscer dans les règles du jeu de l'UMP, c'est qu'il n'y aura pas de primaire s'il y va. Il n'y aura pas de primaire à l'UMP. Il n'a pas besoin de primaire, M. Sarkozy. Caroline, les questions des internautes. Alors, il y a une de vos déclarations qui a été extrêmement commentée sur les réseaux sociaux ce mois-ci. Vous avez déclaré dans une interview à la revue Charles, l'homosexualité est une abomination, ce qui a suscité, vous en doutez j'imagine, énormément de commentaires, notamment celui du patron de l'UMP, Jean-François Copé, qui a publié sur Twitter le message suivant: ses propos sur l'homosexualité étaient insupportables, inacceptables, impardonnables. Est-ce que vous regrettez ces propos ? Je pense que M. Copé doit regretter les siens, en tous les cas. Pourquoi ? Parce que quand je vois le nombre de personnes qui ont réagi de façon négative à la déclaration de M. Copé, il aurait mieux fait d'être un petit peu plus calme, M. Copé. Est-ce que vous concédez une maladresse ou alors vous pensez les choses telles quelles ? J'ai répondu de façon très claire dans un communiqué de presse, et je n'irai pas plus loin puisqu'il semblerait qu'il y ait une action pendante devant la justice me concernant. J'ai déclaré que c'était un propos maladroit. Voilà, donc je n'ai rien de plus à rajouter. Mais pour M. Copé, je maintiens. Je crois qu'il a fait une très grande erreur de réagir aussi brutalement, rapidement, sans réflexion et sans recul. Alors, un autre internaute vous demande, toujours au sujet de vos déclarations sur l'homosexualité, avec de tels propos, ne redoutez-vous pas de devenir une caricature de vous-même ? Est-ce que vous comprenez la critique ? Bien sûr que je comprends, si vous savez, alors depuis 30 ans, si je ne comprenais pas la critique, ça serait vraiment très dommage. Est-ce que vous redoutez de devenir une caricature de vous-même avec ce genre de propos ? Vous savez, le regard des autres est toujours très important. Bien sûr, ceux qui veulent me caricaturer peuvent le faire, comme moi je peux les caricaturer en les regardant. Ce n'est pas obligatoirement volontaire. Moi, j'ai des convictions. Je tiens, je n'ai jamais lâché et c'est ma fierté. Voilà. Donc après, on dit que c'est une caricature. Mais c'est de moins en moins une caricature. Ça a été une caricature, mais c'est de moins en moins une caricature parce que vous savez, il y a une révolution culturelle qui est en route, qui a commencé. Elle est peu visible, mais elle commence à être là. Et il se trouve que moi, qui ai toujours été à contre-courant des 30 ans de ma vie active politique, eh bien, figurez-vous que je deviens à la mode. Alors, vous avez 70 ans, Christine Boutin. Un internaute se demande sur Facebook, qu'est-ce qui vous fait tenir après autant de temps de vie politique? Qu'est-ce qui vous donne encore envie de continuer à vous battre? Mes convictions. Et puis, vous savez que j'ai la foi. Et voilà, moi, ce qui m'importe, c'est pas Christine Boutin, c'est pas la gloriole, c'est pas mon ego. C'est de servir mes concitoyens, puisque je suis une femme politique. Et mon maître, c'est le Christ. Donc voilà, c'est ce qui me fait tenir. Alors, sauf erreur de ma part, j'ai lu que vous n'assisterez pas dimanche, vous ne serez pas à Rome dimanche pour la cérémonie de la double canonisation. C'est un regret ou c'est un problème d'agenda ou c'est votre campagne pour les élections européennes qui vous en empêche? C'est un regret. C'est ma campagne pour les européennes qui m'impose. Vous savez, elle est très courte, la campagne. Il y a les vacances de Pâques, il y a le 1er mai, il y a le 8 mai. Donc il y a des ponts. Donc voilà, il faut essayer de prendre au mieux, et mon agenda ne me permettait pas. Mais je suivrai à la télévision, bien sûr. Et ce n'est pas lié non plus à la personnalité de ce nouveau pape François. J'ai lu la semaine dernière dans le Figaro Magazine un papier qui était assez sévère en creux sur le pape François. On sentait plutôt de la distance par rapport à ce nouveau pape, surtout par rapport à son prédécesseur Jean-Paul II. Est-ce que vous faites une différence aussi entre les papes ou pas? Moi, je suis admirative et je remercie le ciel, puisque j'y crois, de ce pape François. Vous savez, Jean-Paul II, c'était le pape de la foi. Benoît XVI, c'était celui de la réflexion. Et François, c'est la charité. Benoît XVI, c'est l'espérance, pour être... Et François, c'est la charité. Et si on remonte un peu plus loin, puisque c'est une double canonisation à laquelle est associé Jean XXIII, le père du concile, comment vous le qualifieriez? Écoutez, Jean XXIII, personnellement, m'a moins marqué, naturellement. On l'appelle le bon pape, et il a eu le mérite de moderniser l'Église par ce concile. Et je pense que s'il est béatifié, c'est que c'était nécessaire. Mais moi, les papes qui me marquent profondément, c'est Jean-Paul II et Benoît XVI, et même le pape François. Tiens, il va falloir du reste que je montre la photo, parce qu'on n'est pas si nombreux à l'avoir déjà rencontré. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de bavarder avec le pape François, oui. Merci Christine Boutin d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.